Shalom Vracha, comme annoncé dans ma dernière vidéo, je vais vous conter une petite histoire. L'un des plus grands scandales de l'histoire du monde Haredi à Jérusalem a été le mariage en 1965 du Rav Amram Blow, fondateur et leader charismatique des Neturei Karta, avec Ruth Ben David, née Madeleine Ferraille, une convertie d'origine catholique française. La version courte et officielle veut qu'on reprochait au Rav Amram Blow d'avoir épousé une convertie contre les règles non écrites de la Eda Haredite, décourageant aux leaders communautaires de contracter des unions avec des convertis. Alors, elle a fait une conversion à la rue Pavée, chez le Rav de l'époque, le Rav Rubinstein. Elle a eu cette conversion. Puis elle s'est dirigée vers Aix-les-Bains, où elle a connu des grands maîtres qu'elle a fréquentés, le Rav Hakim, le Rav Gershon Kahen, et elle est devenue très pratiquante. Puis elle est retournée en Eretz Israël en ayant donc une conversion orthodoxe, et là en Eretz Israël, elle a été dérangée par ce qu'elle voyait. Elle voyait une société israélienne dans laquelle beaucoup de juifs ne pratiquaient pas les mitzvot, les commandements de la Torah. Elle voyait des femmes qui étaient à l'armée, alors que cela est complètement interdit par la Torah. Elle voyait la loi du retour, qui fait que toute personne étant de père juif peut être considérée comme israélien, ce qui est totalement différent de la loi juive dans laquelle la religion se transmet par la mère. Et de fil en aiguille de ces pérégrinations, elle a été mise en contact avec le Rav Amram Blow, qui était le Rav dirigeant des Neturei Karta, qui sont des juifs habitants à Mea Sharim, et qui s'opposent à l'État d'Israël, ou à l'aspect plutôt non religieux de l'État d'Israël. Et elle s'est mariée avec le Rav Amram Blow, elle est devenue ainsi la première femme des Neturei Karta. Il y a eu beaucoup d'opposition à ce mariage. De nombreux rabbinim même se sont opposés à ce mariage. Comment un Rav, le Rav Amram Blow, pourrait-il se marier avec une femme qui est convertie, qui avait déjà un enfant, qui avait déjà eu une vie avant? Comment est-ce possible? Mais elle, Ruth Blow, n'a eu que faire. Elle a continué, elle a persévéré et le mariage s'est fait. Et c'est devenu ainsi la première dame de Mea Sharim, de ce quartier très religieux d'Eretz Israël, de Jérusalem. Et elle accueillait tout le temps, même si elle suivait bien entendu son mari, le Rav Amram Blow, dans la critique de l'aspect non pratiquant de l'État d'Israël, elle accueillait chaque juif, chaque juive qui venait, qui avait besoin de chesed, de tzedaka, qui avait besoin d'un conseil. Elle a toujours aidé. Et au décès de son mari, le Rav Amram Blow, elle a continué à suivre son action. C'était la rabbinite de Mea Sharim, une jeune femme qui était à l'époque, dans les années 50, une jeune femme française, qui est devenue une femme de Rav, et qui est devenue la première dame de Mea Sharim qu'on allait voir, qu'on allait consulter. On pourrait se demander, mais quel est le problème qu'un rabbin épouse une convertie? Le Rav Amram Blow a d'ailleurs rappelé à ses détracteurs que des figures bibliques majeures comme Boaz avaient épousé des convertis, Ruth la Moabite. De plus, en raison d'une grave blessure qu'il avait subie aux organes génitaux lors de la guerre de 1948, la halakha lui interdisait d'épouser une femme juive de naissance. Épouser une convertie était sa seule option légale pour se remarier. L'interdiction qui lui a été opposée par le Badatz de la Eda Haredite n'avait en réalité pas grand-chose à voir avec le fait qu'il se remariait à une convertie. Premièrement, la Eda Haredite considérait que pour le leader des Neturei Karta, qui passait sa vie à harceler la société israélienne laïque, à faire de la prison pour des manifestations religieuses et à exiger une pureté spirituelle absolue de ses fidèles, épouser une Française convertie, divorcée et plus jeune que lui, elle avait 45 ans, lui plus de 70, c'était jugé inadmissible par ses pairs. Il considérait que cela brisait son image d'icône ascétique et affaiblissait l'autorité de la communauté. Comment pouvait-il faire des leçons de morale 24 heures sur 24 à ses fidèles ainsi qu'aux Chilonim israéliens, tout en se remariant à une femme beaucoup plus jeune que lui et qui, de surcroît, n'avait pas une bonne réputation au niveau de ses mœurs de vie d'avant sa conversion? Qu'un leader religieux de son envergure épouse une telle femme était hors de question. Deuxièmement, derrière l'identité hors norme de la mariée se cachaient des rivalités de pouvoir internes. Avant sa conversion, elle avait été résistante en France, avait fait de la prison pour fraude fiscale
et avait été impliquée en Israël dans l'affaire ultra médiatisée du kidnapping de Yossele Schumacher, un enfant qu'elle avait aidé à cacher à l'étranger pour lui éviter une éducation séculière en Israël. Bien qu'elle soit devenue une héroïne pour certains extrémistes religieux, le Badatz trouvait sa personnalité beaucoup trop moderne, indépendante et médiatique pour le chef des Neturei Karta. En outre, bien que le mariage fût arrangé par un shadran, vous devez savoir que certains des fils adultes du Rav Amram Blo, ainsi qu'un notable influent de la communauté qui convoitait lui-même la main de Ruth ben David, se sont ligués contre le Rav. Ils ont utilisé le Badatz pour tenter de bloquer l'union. Et enfin, les rabbins d'origine européenne du Badatz ne comprenaient pas qu'un vieux sage de Jérusalem s'éprenne d'une femme venue de France, perçue comme un élément perturbateur pour leur enclave ultra-protectrice. Le Rav Amram Blo a refusé de céder au Badatz. Il a déclaré qu'il préférait renoncer à son poste de leader plutôt qu'à sa fiancée. Pour pouvoir célébrer le mariage à l'abri de l'opposition de Jérusalem, il a dû s'exiler temporairement dans la ville de Bnei Brak. Il a été destitué de ses fonctions, ostracisé par une partie de ses propres disciples, mais il est resté marié avec Ruth jusqu'à sa mort en 1974. Par la suite, Ruth Blo est restée une figure radicale, allant jusqu'à rencontrer les dirigeants de l'OLP et l'ayatollah Khomeini en Iran, pour défendre les thèses antisionistes de son défunt mari. Le scandale du mariage du Rav Amram Blo en 1965 n'a pas seulement été un feuilleton people chez les Haredim. Il a agi comme un puissant révélateur et un catalyseur de fractures idéologiques et politiques profondes qui couvaient au sein des Neturei Karta et des communautés antisionistes de Jérusalem regroupées dans la Haïda Haredite. Voici comment cet événement a brisé l'unité du mouvement et redéfini son idéologie. Avant 1965, le Rav Amram Blo était la voix incontestée, le martyr et le symbole absolu des Neturei Karta. Sa figure unissait tous les radicaux antisionistes de Jérusalem. En choisissant son bonheur personnel, c'est-à-dire épouser Ruth ben David, contre l'avis du Badatz, le Rav Amram Blo a prouvé qu'il plaçait sa conscience individuelle au-dessus de l'autorité du groupe. Pour une communauté basée sur l'obéissance aveugle et absolue aux décrets des rabbins, voir leur propre chef entrer en rébellion a fissuré le principe même de la soumission à la hiérarchie. Le départ forcé de Rav Amram Blo à Bnei Brak pour célébrer son mariage a laissé un vide de pouvoir à Jérusalem. Deux factions irréconciliables ont alors émergé au sein des Neturei Karta. D'un côté, la faction pragmatique, c'est-à-dire les partisans de Rav Amram Blo. Ils considéraient que l'attaque contre le Rav était une cabale injuste menée par des jaloux. Pour eux, le combat principal devait rester la lutte idéologique contre l'État d'Israël, sans s'épuiser dans des guerres de pureté interne. Et de l'autre côté, la faction zélote, surnommée les Jeunes Turcs. Menés par des figures encore plus extrémistes, ils ont profité de la chute du Rav Amram Blo pour durcir la ligne du mouvement. Ils ont décrété que les Neturei Karta devaient se purifier de toute influence extérieure. Pour eux, le Rav Amram Blo s'était compromis avec la modernité en épousant une convertie française au passé trop romanesque. Ironiquement, pour prouver qu'il restait le plus pur des antisionistes malgré son mariage contesté, le Rav Amram Blo, fortement influencé par le tempérament de feu de sa nouvelle épouse Ruth, a poussé l'idéologie des Neturei Karta vers des actions de plus en plus radicales et internationales. Avant le mariage du Rav Amram Blo avec Ruth, le combat des Neturei Karta était très local. Manifestations à Jérusalem, refus de la carte d'identité israélienne, mobilisation contre la profanation du Shabbat, etc., etc. Ruth, grâce à ses connexions européennes et sa maîtrise des langues, a poussé le mouvement à internationaliser sa cause. Après la mort du Rav en 1974, Ruth a poussé cette idéologie à l'extrême en voyageant à l'étranger pour rencontrer les ennemis jurés d'Israël. C'est elle qui a tracé la voie pour la faction la plus radicale des Neturei Karta, celle qui ira plus tard, en 2006,
jusqu'à participer à une conférence négationniste en Iran sous Mahmoud Ahmadinejad. Aujourd'hui, les Neturei Karta ne forment plus un bloc uni. Le schisme de 1965 a ouvert la porte à une fragmentation en plusieurs groupuscules. La majorité des descendants de la communauté d'origine à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim, vit de manière très isolée, refuse l'État d'Israël, mais condamne fermement les provocations politiques internationales. Une frange ultra-minoritaire et très médiatique, basée surtout à New York et à Londres, poursuit la ligne ultra-radicale initiée dans le sillage de l'ère Ruth Blue, s'affichant régulièrement avec des dirigeants politiques étrangers hostiles à Israël. Il n'hésite pas à serrer la main du leader iranien Ahmadinejad qui en appelle à rayer Israël de la carte. Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour toute la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. Ils rendent même visite à Ismaël Haniyeh, leader du Hamas à Gaza, pourtant en guerre avec Israël. Et à l'humoriste Dieudonné, accusé d'antisémitisme en France. Nous sommes invités par le leader du mouvement, le rabbin Hirsch. Il habite Mea Shearim. Autour de chez lui, des drapeaux palestiniens peints sur les murs. Les Neturei Karta refusent d'avoir une carte d'identité israélienne, de recevoir toute aide de cet État. Et ils ne déclarent pas leurs enfants à l'état civil. Pour se distinguer des autres, ils parlent même le yiddish, un mélange d'allemand et d'hébreu que leurs grands-parents parlaient en Europe de l'Est. Leur idéal, vivre dans un futur État palestinien. Nous refusons d'être citoyens d'un État israélien, quel qu'il soit, parce que nous savons ce qui est écrit dans le livre sacré. Dieu a promis au peuple juif de le sortir de l'exil. Or, nous sommes en exil depuis 2000 ans. Tant que cet exil dure, il est interdit au peuple juif de fonder un État dans quelque partie du monde que ce soit, ici ou en Ouganda, peu importe. Vous voulez vraiment que l'État d'Israël devienne la Palestine? Bien sûr, nous réclamons la justice divine, pas d'État juif sans la volonté de Dieu. En attendant, nous sommes en Palestine, il ne peut pas y avoir deux États pour deux peuples. Ce n'est pas une bonne solution. La solution pour l'instant, c'est vraiment de rendre tout le territoire aux Palestiniens. Le mariage du Rav Amram Blue a donc marqué la fin de l'âge d'or des Neturei Karta, en tant que mouvement unifié et respecté, au moins pour sa cohérence, par l'ensemble du monde haredi. Après la mort du Rav Amram Blue en 1974, comme nous l'avons dit, Ruth Blue ne s'est pas retirée pour vivre une vie de veuve discrète. Au contraire, libérée en partie du poids social de Mea Shearim, elle est devenue une sorte de diplomate clandestine et d'électron libre géopolitique, utilisant son profil unique pour mener des missions d'espionnage et de négociation internationale au nom de l'antisionisme radical. Ses actions post-1974 mêlent audace politique, espionnage et intervention humanitaire à haut risque. À la fin des années 1970, en pleine guerre civile libanaise, Ruth Blue utilise ses réseaux et sa citoyenneté française pour voyager dans le monde arabe. Elle se rend notamment au Liban. Elle y rencontre Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, ainsi que son bras droit, Abu Djihad. Officiellement, elle cherche à négocier la sécurité ou l'évacuation des petites communautés juives en détresse piégées à Beyrouth. Mais officieusement, elle veut démontrer aux leaders arabes qu'il existe une distinction totale entre le judaïsme qu'elle défend et le sionisme, l'État d'Israël qu'elle combat. Lors du déclenchement de la révolution islamique en Iran en 1979, la très importante communauté juive perse se retrouve en grand danger. Plusieurs dirigeants juifs sont exécutés par le nouveau régime, accusés d'espionnage au profit d'Israël. Ruth Blue prend l'initiative de s'envoler pour Téhéran. Grâce aux positions anti-israéliennes ultra connues des Neturei Karta, elle réussit à obtenir une audience privée avec le leader de la révolution, l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Elle plaide la cause des juifs d'Iran, expliquant aux dictateurs religieux que les juifs locaux sont des citoyens loyaux et non des agents sionistes. Cette intervention, bien que très controversée en Israël, a contribué à sécuriser un statut de minorité religieuse protégée pour les juifs restés en Iran. Malgré sa haine farouche de l'État d'Israël et de son armée, Ruth Blue conservait un profond respect pour la détresse des familles israéliennes.
Profitant de ses connexions directes avec l'OLP et divers mouvements terroristes palestiniens ou libanais, elle a tenté à plusieurs reprises de servir d'intermédiaire pour récupérer les corps de soldats israéliens tués ou capturés au combat lors des guerres au Liban. Elle estimait que ramener ces corps pour leur offrir une sépulture juive décente était une obligation religieuse qui dépassait les clivages politiques. Lorsque son mari est décédé, Ruth Blau refusa de se soumettre aux successeurs de son mari, qu'elle juge trop mous ou trop repliés sur eux-mêmes. Elle finance et dirige sa propre faction indépendante au sein du mouvement. Elle encourage les éléments les plus jeunes et les plus durs à s'engager dans l'activisme international et la provocation médiatique. C'est son héritage direct et ses contacts internationaux qui mèneront, quelques années après sa mort, survenue en 2000, les membres de cette frange radicale des Neturei Karta à se rendre en Iran en 2006 pour embrasser le président Mahmoud Ahmadinejad lors d'une conférence négationniste. Ruth Blau est restée jusqu'à son dernier souffle à Mea Shearim une figure de paradoxe. Une femme née Madeleine Ferraille à Calais, ancienne espionne, devenue la figure de proue internationale de l'extrémisme juif antisioniste. Les Neturei Karta que vous connaissez aujourd'hui dans les médias sont les successeurs directs de son activisme farouche antisioniste. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour qu'elle me serve d'introduction au prochain sujet que je vais vous développer, à savoir les communautés juives qui rejettent catégoriquement les conversions et les convertis. Oui, ça existe et je vous en parlerai la prochaine fois Be'ezrat Hashem Isbarach. Kol Tov, Hazak, Uvarour, et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shavua Tov.